Il est 12h33. Europe 1, Pascal Praud. De 11h à 13h sur Europe 1 avec Frédéric Tadei, notre invité. Alors là, Frédéric Tadei, là je suis extrêmement inquiet. Je ne vous le cache pas. Parce que nous recevons régulièrement quand même des invités. Oui. Là, je n'ai jamais vu ça. J'ai étalé des feuilles devant moi, mais je fais ça tout le temps. Mais quels sont des parchemins? Quelles sont toutes ces notes que vous avez? Parce que vous venez donc pour une collection que je trouve géniale. Tout ce que les gens célèbres ont fait ou pas, à toutes les époques et dans tous les domaines à votre âge. Donc, ça commence à quel âge? Là, ça commence à 15 ans et ils sont prêts jusqu'à 54 ans. Il y en a 15 qui viennent de sortir en librairie et il y en a 40 qui sont prêts. Donc, j'ai accumulé à peu près 20 000 anecdotes sur des célébrités, puisqu'il y en a à peu près 4 ou 500, entre 4 et 500 par livre. À 15 ans, déjà, il y avait des gens célèbres. Non, mais ils le deviendront, et c'est intéressant de savoir ce qu'ils faisaient à 15 ans. Et que ce soit Cléopâtre, ou Albert Camus, Mais Joséphine Baker, par exemple, qui se remarie à 15 ans? Oui, déjà, elle se remariait, oui. Donc à tout ça pour ans expliquer pourquoi j'ai toutes ces feuilles devant moi, c'est que j'ai tendance à parfois confondre les âges, si vous voulez. Mais je suis d'accord avec vous. Mais Mais Joséphine Baker, c'était son deuxième mariage à 15 ans. Ben oui, mais vous savez que pendant très longtemps, on pouvait se marier, et je crois encore aujourd'hui, d'ailleurs, on peut se marier à 13 ans avec une dérogation. J'entends bien. Yves Saint-Laurent, par exemple, à 15 ans, est victime du harcèlement scolaire. Oui, mais comme nous tous. Enfin, moi, j'ai pas été victime de harcèlement scolaire, mais tous ces gens-là sont dans ces livres en notre nom à tous. C'est une allégorie. À 15 ans, Albert Einstein se fait virer du lycée pour indiscipline. Les personnes peuvent s'identifier à cette personnalité. C'est-à-dire que pour tous les gens, parce que pour moi, ce sont des cadeaux d'anniversaire au départ, d'où le nom Birthday Books. C'est vrai que si vous avez 15 ans et que vous apprenez que Albert Einstein, c'était pas terrible pour lui à 15 ans, ou Yves Saint-Laurent, ben ça vous rassure. Ça, c'est sûr. Quel âge vous avez, monsieur Boubouk? Moi, j'ai 25 ans. Alors, on va regarder à 25 ans, on va voir si monsieur Boubouk il est en avance ou pas. À 25 ans, Napoléon Bonaparte fête son anniversaire en prison à 25 ans. Oui, à 25 ans. Et quand il sort de prison, on lui donne une affectation. En 1793, il est en prison? Non, en 94. En fait, il est en prison parce qu'on le soupçonne de robespierrisme. Puisque c'est juste après la chute de Robespierre. On m'a jamais soupçonné de Robespierrisme. Non, je peux pas c'est pas... Quand il sort, il n'a plus un rond et il écrit un roman. Il écrit un roman qui s'appelle Clisson et Eugénie. Et il ne peut pas se douter que 5 ans plus tard, à 30 ans, il sera au pouvoir. Et Charles de Gaulle est également fait prisonnier par les Allemands, le même âge. Il y a beaucoup de monde en prison. C'est pour ça qu'à chaque fois, dans chaque livre, je dis tous ceux qui sont en prison, c'est dingue parce que les prisons sont bien fréquentées. Et Barack Obama, il fait du porte-à-porte à 25 ans. Ouais. C'est génial. Pour une association communautaire. Ouais. Et Clara Luciani, elle sort la grenade et Pablo Picasso peint les Demoiselles d'Avignon. À 25 ans, ouais. Oui, ça, mais bon. C'est la période en plus qu'on préfère souvent. C'est là où c'est amusant, c'est que on ne sait pas à quel âge les gens ont fait les choses. C'est pour ça que j'ai eu envie de faire ça. C'est pour donner aux gens des catalogues d'expériences vécues. Mais regardez Picasso. Donc 25 ans, les Demoiselles d'Avignon. Guernica, à quel âge il l'a pas? On n'en a aucune idée. On connaît l'année, mais pas l'âge. On sait que c'est en 1936, mais quel âge il avait? Il avait déjà 55 ans. Vous voyez, c'est un tableau d'un type de 55 ans, alors que les Demoiselles d'Avignon, c'est un tableau d'un type de 25 ans. On les regarde pas de la même manière. Moi, ce qui me frappe souvent, et ça donne souvent des complexes, c'est l'âge auquel les gens ont réussi des choses. Et souvent, ils sont très jeunes dans le domaine. Truffaut, par exemple, il fait les 400 coups. Lelouch, il a la Palme d'Or, il a 25 ans. Non, vous exagérez un petit peu. Il a 29 ans, il est de 37, en 66, il a 29 ans, il a la Palme d'Or à Cannes. Mais avant, il s'est beaucoup planté. Vous savez qu'il y a un film de Lelouch qui l'a carrément détruit lui-même. Tellement il y en avait. Mais quand tu as 29 ans, vous dites beaucoup planté, 29 ans, Palme d'Or. Bon, c'est pas mal quand même. Il y a des réussites exceptionnelles, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont réussi tard. On le sait pas. Qui, par exemple? Je sais pas. Clint Eastwood, vous savez, la première fois qu'il a le premier rôle dans un film américain, il a 37 ans. Oui. À 25 ans, Clint Eastwood, il se voit au cinéma, il se trouve tellement mauvais, il veut retourner à l'école. Et il va finalement végéter dans un rôle d'une série assez médiocre. Celui qui a une réussite tardive, c'est Louis de Funès. Et là, vous en parlez. 50 ans, effectivement. Là, parce que là, il devient vraiment star. C'est incroyable. À 50 ans. Il devient, parce qu'avant... Le nombre de films. Ah oui, mais après 50 ans. Et tout ça parce qu'il a fait 3 films en 4 mois, qui vont tous être d'énormes succès. C'est Le Gendarme de Saint-Tropez, Fantomas et Le Cornio. Ces 3 films-là, il les fait en 4 mois. En 4 mois, c'est fait... C'est fou, hein?
Et là, il devient une star du box-office. Mais avant ça, il a eu le rôle principal dans beaucoup de navets, qu'on peut plus voir aujourd'hui. Mais c'était une vedette de seconde zone, de seconde catégorie, de série B, comme on disait à l'époque. Alors, il avait fait Pouic Pouic, qui avait pas mal marché. Oui, juste avant. Il avait fait, évidemment, alors un film formidable, mais il a 10 minutes. C'est La Traversée de Paris. Ah oui. Mais c'est le premier de ses films, il en a déjà fait 50 avant, mais c'est le premier de ses films qu'on peut encore revoir aujourd'hui. Qui est formidable, La Traversée de Paris, avec Jean Bier, 45 rue de Poliveau. Bien évidemment. Bon. Et vous êtes. C'est pas bien de je vais avoir 43 ans la semaine prochaine, mais il n'est pas encore sorti le 43 ans. Il y a le 45, donc j'ai eu le 40 et le 45. Alors 45 ans, je veux qu'on revienne sur votre cas. Mais oui, puisque vous figurez. Je suis vraiment cité dedans. Quelle page ? À 45 ans, vous quittez le FC Nantes. C'est en 2000, ouais. Voilà, où vous étiez directeur général chargé de je ne sais plus quoi, et vous redevenez et vous voulez redevenir journaliste sportif. Oui. Sauf que personne ne vous prend à ce moment-là, et donc vous le direz plus tard. Vous direz je suis reparti de zéro. C'est vrai, mais j'ai eu un peu de chance quand même. C'est vrai que je pense souvent à Christian Olivier qui m'avait retendu la main dans une station concurrente. Et puis j'ai souvent parlé de Pierre Friedenreich parce qu'il était à iTélé à ce moment-là. Et s'il ne me prend pas en juin 2000, on est en juin 2010. En juin 2010, s'il ne me prend pas alors que la Coupe du Monde arrive, je viens faire une émission sur iTélé de foot, je ne sais pas si je serai là en ce moment. Exactement. Mais vous n'êtes pas le seul. Dans les Birthday des Books, il y en a plein qui ont ce type de coup de chance. Regardez John Travolta, par exemple. Quand je partage avec lui une qualité de danse. Voilà. Et quand Tarantino lui offre un rôle dans Pulp Fiction, c'est un type qui est totalement à la ramasse. Il est au chômage depuis des années. Chômage ? Ah oui. Alors qu'il est grise. Il a eu 2 grands succès quand il était très jeune, et puis 10 ans de galère. Et donc, quand Tarantino lui propose le rôle d'un gangster, et Travolta dit mais je peux pas jouer un gangster, moi je suis un bon garçon, tout le monde me connaît comme un bon garçon, et lui il le paye des clopinettes, d'ailleurs il vaut plus rien à ce moment-là, et finalement c'est ce film qui va redevenir bankable, 20-25 millions de dollars par film, mais presque toujours pour des rôles de gangsters. Ce qu'il n'avait pas du tout imaginé. Il ne pensait pas qu'il serait crédible. Et ça, il y a plein de gens à qui c'est arrivé, ça. Comme ce qui vous est arrivé à vous à 45 ans. Le nombre d'hommes ou de femmes qui, à 45 ans, tout à coup ont l'impression que leur vie est finie ou leur carrière est finie. Je cite toujours l'exemple de Winston Churchill. À 40 ans, Winston Churchill perd son boulot. Ministre de la Marine. On est en Première Guerre mondiale et on lui colle sur le dos la catastrophe des Dardanelles. 40 ans, viré du gouvernement, il se met à peindre des paysages. Il pense sincèrement que sa carrière est finie. Ça peut arriver à tout le monde. L'anecdote que vous racontez pour Travolta me fait penser à celle de Gérard Darmon, qui raconte la même chose avec Astérix et Obélix. C'est Astérix, je crois, où il était complètement au fond du trou. Et puis Mission Cléopâtre. Voilà, Mission Cléopâtre, et il va se relancer avec ce film de Chabat. Également, j'ai l'impression qu'avec Le Parrain, Marlon Brando, lorsqu'il joue Don Corleone, j'ai l'impression qu'il est au creux de la vague. Ah, il est plus qu'au creux de la vague, puisque en fait, il va faire de très très bons films, Brando, pratiquement pendant 4 ans. Et puis après, il va faire que des films qui marchent pas. Et il fait partie des poisons du box-office. Mais à ce moment-là, il le paye une fortune pour qu'il accepte de jouer dans Le Parrain. Et il lui raconte n'importe quoi. Ils lui disent même à un moment, on va donner le rôle à je ne sais plus qui déteste, pour que ça le motive pour accepter. Mais il est dans cette période paresseuse. Il a gagné beaucoup d'argent, même s'il ne faisait que des films qui ne marchaient pas. Il gagnait quand même beaucoup d'argent. Il vivait à Tahiti. Il n'avait aucune envie de refaire du cinéma. Il vivait déjà à Tahiti en 72. Après, il va arriver à faire un hold-up encore plus grand, c'est pour Superman, où il n'a que 10 minutes dans le film et il est payé l'équivalent de 20 millions de dollars aujourd'hui. Vous l'avez interrogé, Marlon Brando? Jamais, non. Parmi, parce que moi, je vous suivais beaucoup, évidemment, dans les interviews, et je trouve qu'il y a des interviews que vous avez faites. Il y a une interview de Delon que j'avais trouvée extraordinaire en son temps. Celle dont je suis le plus fier. Bon, et parmi les gens que vous avez interviewés en face à face, il y a des souvenirs Delon ou d'autres souvenirs qui sont intacts pour Johnny vous? Hallyday aussi, parce que je me souviens, je me retrouve face à Johnny Hallyday en direct pendant 1h30 pour Ce soir ou jamais, et donc je le découvre dans sa loge, et il me regarde, et je me dis, il ne m'a jamais vu. En fait, on s'était croisés, mais il s'en souvenait pas, et je me dis, il va s'enfermer pendant 1h30 sur un plateau avec un type qu'il n'a jamais vu. Normalement, il connaît tout le monde, Johnny. Et je me souviens que c'était très amusant. Et au début, il est
beaucoup, taiseux. Et puis je me suis tellement emmerdé à lui faire que des questions que personne ne lui avait jamais posées, qu'il devient de plus en plus bavard au fur et à mesure de... Et l'émission est formidable. Moi, j'adore ce souvenir avec Johnny Hallyday, parce qu'il passe 1h30 avec un type qu'il connaît pas, et finalement, il parle plus qu'avec beaucoup de gens qu'il connaît. Et ces émissions, on peut les revoir d'ailleurs de temps en temps. Seulement, génial. Vous savez, je suis pas très populaire avec la nouvelle direction de France Télévisions, et donc je suis pas sûr qu'il passe beaucoup de mes émissions. Ça a duré combien de temps, Ce Soir ou Jamais? 10 ans. En direct. Et c'était très haut de gamme, et c'était une volonté... C'était très haut de gamme, mais en même temps, ce que m'avait demandé la présidente de France Télévisions à l'époque, c'était de faire une émission culturelle dont on parle. Et il m'a dit, c'est pas seulement qu'elle doit faire de l'audience, parce qu'on ne demandait pas tant que ça, et finalement j'en ai fait plus qu'on s'y attendait, puisqu'elle était regardée à peu près par 700 000 personnes tous les soirs, en dépit du fait qu'elle était très haut de gamme, et avec des pointes bien au-dessus. Mais surtout, il me disait, il faut qu'on en parle. Et ils ont été servis avec Ce Soir ou Jamais. On en a parlé pendant 10 ans, mais on m'en parle toujours encore. Mais bien sûr, on en parle. Alors, moi j'ai un peu la nostalgie de ça, parce que vous invitiez des gens qui aujourd'hui sont infréquentables, et je trouve dommage. Ou qu'on voit, mais dans certaines émissions, et pas dans d'autres. Ah non, il y a des gens qui sont complètement infréquentables aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, Marc-Édouard Nable, on ne peut plus l'inviter. Je l'invite plus non plus, d'ailleurs. Bon, alors c'est parce qu'on est fâchés depuis longtemps. Ah, vous êtes fâchés? Oh, il y a une éternité qu'on est fâchés. Et je trouve, moi je suis sur une liberté d'expression, globalement. J'aimerais inviter tout le monde. Bon. Je sais qu'il y a discussion sur la liberté d'expression. Je suis plutôt à l'américaine là-dessus. Le public est grand, le public est adulte, et le public choisi. Voilà, on n'a pas à lui dire. Bon, alors après, évidemment, ce qui tombe sous le coup de la loi, c'est à l'animateur d'être présent et de rectifier quand quelqu'un dit des horreurs. D'ailleurs, ça ne m'est jamais arrivé. En 10 ans, personne n'a jamais été inquiété. Personne n'est jamais parti du plateau, et personne n'a jamais dit quoi que ce soit. La séquence Finkielkraut, évidemment. Vous, et je l'ai revu récemment, et il me disait qu'il avait bien peur que le jour de sa mort, ce soit ça qui repasse en boucle. Mais il pense beaucoup à la mort, hein, Finkielkraut. Alors, il manque un âge quand même, et là, vous auriez pu le mettre. Il manque 114 ans. À cause de... l'homme le plus vieux du monde aujourd'hui est mort à 114 ans. Ah oui, mais en revanche, vous avez Jeanne Calment qui est très présente dans les Birthday Books, parce qu'à 50 ans, par exemple, Jeanne Calment marie sa fille. Et il lui reste 72 ans à vivre. Vous vous rendez compte, quand vous avez 50 ans et qu'il vous reste 72 ans à vivre, sauf qu'elle ne le sait pas. Moi, je le sais. Il me reste 72 ans. Et on va marquer la pause. Est-ce que vous aimeriez être le doyen de l'humanité? Oh oui, avec grand plaisir, bien sûr. Moi, pour partager mes savoirs, comme ça, oui. Surtout que j'en ai une multitude. Voilà, ça serait assez rapide, ça serait un partage. Bon. Est-ce que vous aimeriez, sérieusement? Pas du tout, mais ça dépend dans quel état. Oui, bien sûr. À 14 ans, t'es pas... Jeanne Calment, elle était plutôt alerte, je crois. Elle n'avait pas perdu la boule. Ouais, je sais pas, franchement. Bon. Et vous? Ça dépend dans quel état. Ah oui. C'est sûr que... C'est sûr que quoi? Bon, il est 12h46, on n'a toujours pas donné le repas de votre mère, hein? Non, mais c'est maman tranquille. Colette, qui est la maman de Géraldine, on a toujours un point cuisine vers 12h45. Et Colette, si vous voulez, quand vous mangez, il n'y a pas de souci. Ça vous reste dans une semaine. Pot-au-feu, hachis parmentier. Donc là, il y a pas, ça rigole pas. Je vais demander. Des plats familiaux. On rappelle, Frédéric, qu'on retrouve le samedi et dimanche. On le remercie surtout parce 9h-10h. Vraiment, c'est un plaisir à la fois. On se connaît pas beaucoup, bien sûr, mais c'est un plaisir de vous écouter. C'est un plaisir de se croiser aussi, parce que vous êtes à la ville comme à la scène. J'essaye, oui. Oui, mais c'est pas le cas de tout le monde. Je ne citerai pas de nom, mais bon. Je peux en citer, moi. Non, je rigole. Il est 12h47. Il s'est assis, tiens, Fabrice Lafitte. Je me concentre pour le débrief, là. Il va y avoir plein de sons envoyés. Grosse production. Bon, grosse production. N'hésitez pas, si vous avez une chanson à nous proposer, il n'y a pas de souci. Entre 11h et 13h. Merci. À demain. Tout de suite sur Europe 1 avec Pascal Pro. Appelez Pascal Pro au 01